Alors, bonjour tout le monde. Je suis aujourd'hui avec Olivier Meunier, qui est le fondateur de l'Institut Qigong du Québec, qui organise un colloque de Qigong bientôt. Et j'ai décidé, c'est le premier dans le podcast. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment content d'être ici. C'est très cool. C'est la première fois qu'on fait ça, qu'on va voir la qualité sonore, la qualité vidéo, puis tout le kit. Mais le but, c'est pas mal de parler de qu'est-ce qu'on aime faire, du Qigong, du Neigong, tout ce qui est autour de l'alchimie interne. Puis aussi, vu que tu organises un colloque bientôt, ben, c'est un bon spot, je pense, pour toi, pour promouvoir ça comme du monde. On va en parler, oui, tout à fait. Absolument. Pour commencer, quand est-ce que tu as commencé à faire du Qigong? C'était quoi qui t'a poussé à... Oui, moi, dans le fond, un peu, je pense, comme beaucoup d'entre nous, j'ai commencé par les arts martiaux. Fait que j'ai commencé à apprendre le Kung Fu à Montréal, à une école que mon frère m'avait introduite comme ça. Et puis, ça n'a pas été long que j'ai eu la piqûre. Je me suis vraiment rendu compte que c'était... Moi, j'étais très sportif, hockey, soccer, que je jouais très intensément, mais je me suis rendu compte que c'était toute une autre game. Tu te dis, je suis bon en sport, ça va être un peu facile, les arts martiaux, mais le Kung Fu chinois, ça change complètement ta façon de bouger ton corps pour créer un dynamisme différent, tout ça. Puis j'ai vu le challenge, mais j'ai aussi vu tout de suite la piqûre des bienfaits puis de la transformation que ça amène à ta façon de bouger puis les bienfaits que ça donne sur ton corps en même temps. Ouais. Moi, je trouve ça fou aussi. J'essaie tout le temps de penser à... C'est quoi les bénéfices? Comme les bienfaits, ça fait 2 ans environ que je donne des cours. Ouais. Puis les bénéfices sont tellement différents pour tout le monde. J'ai trouvé ça super compliqué parce que j'ai appris ça directement de Raf comme Pied-Chalet en Chine. Ouais. Puis c'était pas encore modelé ou c'est pas modelé pour comme le nord-américain, mettons, viens, tu vas être plus flexible, viens pour ça. Ou moi, là, je m'entraîne beaucoup avec Samuel, puis lui, il tripe beaucoup plus sur les arts martiaux, il est capable d'aller chercher qu'est-ce qu'il a besoin de ça. Puis moi, là, c'est comme, OK, c'est weird, mais ça va être plus sur la transcendance ou genre vraiment essayer de calmer mon esprit. Parce que j'en ai vraiment besoin. Puis c'est... je sais pas comment tu l'amènes. Ou, au début, est-ce que tu t'es posé ces questions-là ou comment tu l'amènes pour en bénéficier le plus de monde, en fin de compte? Oui, c'est un bon point. C'est ça. D'où j'ai commencé, c'était un kung fu assez traditionnel quand même. Fait que j'ai eu la chance de quand même être initié directement avec une école qui allait avec la base, c'est-à-dire vraiment faire beaucoup de postures, de travailler les jambes, les postures, les déplacements, les pas et tout ça. Puis avec un peu de méditation aussi avant le cours et tout. Puis dans cette perspective-là, les bienfaits, c'est vraiment global. Tandis qu'une école plus martiale où ils vont mettre l'emphase sur le combat dès le départ pour satisfaire une certaine clientèle qui est moins patiente et qui veut tout de suite embarquer dans l'action, t'as pas nécessairement ces bienfaits-là. Parce que tout de suite, si tu fais tout de suite dans l'action, ton corps tes vieux réflexes vont prendre le dessus. Tu vas te tendre, tu vas développer des réflexes de vouloir gagner, perdre le combat, la peur. Tandis que si tu commences par l'aspect plus traditionnel, travailler sur ton corps, tes postures, tes pas, tout ça, tu développes une façon de bouger, un enracinement, puis des qualités qui apportent un bien-être global, sans nécessairement tout de suite monter dans l'adrénaline de vouloir frapper quelqu'un. Right, c'est ça. Retourner en adolescence. Non, c'est ça, exactement. Fait que, je me considère chanceux de passer par là. Puis ça m'a fait prendre en considération pour réaliser rapidement tout le potentiel qu'il y avait là-dedans. Qu'il y a du potentiel aussi dans les autres sphères plus martiales, que ce soit plus physique, boxe ou autre chose. Mais l'aspect traditionnel chinois va t'amener à un niveau de profondeur, d'exploration des potentiels de ton corps puis de ton esprit aussi, dès le départ, qui amène des bienfaits globaux qui vont vraiment au-delà de l'application martiale et donc le potentiel qui est général à tout le monde. Quelqu'un qui ne cherche pas justement la boxe ou l'autodéfense ou tout ça nécessairement, avec la tradition chinoise, peut tout de suite avoir des bienfaits corps, esprit, profond, sans nécessairement tout de suite plonger dans une dynamique d'autodéfense ou martiale. Oh, right.
Ouais. Je suis en train de... Ça... Ben ouais, non, mais c'est ça t'amène un peu à ta question. Dans le fond, c'est que dans la perspective chinoise, c'était vraiment un aspect d'holistique, de globalité qui peut réunir plus de gens puis qui fait apporter des bienfaits globaux à plusieurs niveaux à une plus grande. Puis là, après ça, c'est sûr que, évidemment, le domaine martial m'a amené plus à l'énergétique, le Qigong, le Tai Chi, qui a une dynamique plus interne et éventuellement, c'est ça, le Qigong plus poussé, associé à la médecine chinoise, associé à l'aspect plus thérapeutique et tout ça. Fait que c'est un peu ça. T'as commencé à quel âge, mettons? Genre le Qigong, si on commence dans le fond, c'est ça, mon Kung Fu traditionnel, j'ai commencé en 99, puis il y avait déjà une dimension un peu plus, comme je disais, traditionnelle, donc des postures, de la méditation un peu. Et tout de suite après, ça n'a pas été long que j'ai embarqué beaucoup, puis je me suis lancé dans la même place, il y avait aussi le Tai Chi qui était enseigné. OK, cool. Fait que déjà une dynamique plus interne et ensuite le Qigong. Fait que 2000, 2001, j'ai commencé Tai Chi, Qigong. Fait que ça a été comme... Dans 3 ans, j'ai commencé à faire toutes ces dynamiques-là. Puis j'avais pogné la cure pas mal. Donc, je pratiquais vraiment un rythme de 5-6 cours par semaine. J'allais à des cours presque à tous les jours. Là. Nice. Ouais. Puis les bienfaits ont été vraiment rapides dans le sens que, et surtout de ma personne, pour, tu sais, à l'époque, évidemment, j'étais plus jeune, donc je rentrais au cégep, puis tout de suite mes notes, mon assiduité, ma détermination, tout ça, en ont beaucoup bénéficié. Fait que c'est ça, j'avais 16, 17, 18 ans dans ces années-là. Ouais. Ouais, c'est cool. Ça fait déjà. Donc 99, 2000, ça fait déjà presque 20 ans. Right. Ouais, moi aussi, ça fait un bout. Je me souviens, je suis allé voir. Je suis allé dans un cours d'un autre prof de Qigong dernièrement, puis je parlais un petit peu de qu'est-ce que je faisais, où est-ce que j'étais rendu. Moi, je fais beaucoup de Zifagong. C'est comme des mouvements spontanés. C'est quelque chose qui m'est venu, puis que j'adore faire. Puis il y a un étudiant qui a demandé ça fait combien de temps que tu fais ça, parce qu'il regardait la barre de où est-ce que je suis rendu. Puis tu sais, où est-ce qu'il y avait à se rendre? Où est-ce qu'il y avait à se rendre, ouais, c'est drôle. C'est comme si. Puis c'est comme s'il ne voyait pas le comme. Ouais, mais à chaque jour que j'en fais, des fois je skip des jours, on s'entend, on va tous skipper des jours. On a toutes des occupations, on a toutes des. Des imprévus et tout ça, ouais. Ouais, mais à chaque fois, lui, il regardait c'était quoi les bénéfices qu'il pouvait avoir après 15 ans et non comme. Faisant une journée, tu vas regarder comment ça se passe, tu te sens plus heureux, tu te sens mieux dans ton corps, ta peau, tes émotions. Puis, totalement. C'est là que je pense que c'est là que ça se passe pour ça. Non, absolument. Il faut que tu restes dans le présent. Comment tu te sens avant, après, qu'est-ce que ça t'apporte. Puis si ça marche pas, je veux dire, essaye autre chose. Il ne faut pas que tu te dises je veux développer ci, je veux développer ça. Je veux dire, il faut que tu écoutes ton corps. Puis c'est ça, il faut que tu te sentes bien dans cette démarche-là. Puis c'est important, c'est ça, y aller étape par étape. Puis les années passent très rapidement. Comme c'est fou, hein? Déjà, on regarde en arrière, ça fait 20 ans. Je veux dire, c'est un jour à la fois. Là, je travaille avec beaucoup de gens, là, des formations et tout ça. Puis c'est ça, faut vraiment pas. Il suffit que ça s'intègre dans son quotidien. Puis après ça, les choses vont venir naturellement. C'est ça, c'est. Right. C'est dangereux des fois de peut-être vouloir tomber, c'est ça, en vouloir avoir des résultats ou s'imaginer qu'il y a des résultats. Je trouve qu'il y a quelque chose de tricky là-dedans. Ouais, parce que comme d'un côté, il y en a des résultats. D'un côté, comme on s'entend, on a tout passé à travers comme faire au moins 45 minutes de posture statique par jour ou plus, ou tout s'entraîner vraiment fort. Puis il y a quelque chose de tricky dans le, on parle de la non-action, mettons le wu-wei, comme c'est pas censé, on n'est pas censé vouloir quelque chose, mais de l'autre côté, on le fait pour une raison, parce que on va avoir une bonne sensation qui se passe. Genre, je trouve qu'il y a quelque chose de tricky là-dedans. Je sais pas si c'est des traductions, mais des fois, tu lis je lis des ouvrages, puis je me dis, il me semble qu'il y a quelque chose de, je comprends la non-action puis de laisser tout pousser, mais on a tout le temps besoin de faire des initiatives pour être capable de se rendre à un certain but, tu sais. Absolument. C'est ça, c'est un peu le débat de dire est-ce que tu dois avoir un but ou est-ce que tu dois ne pas en avoir. Puis, il y a un débat de ce côté-là.
Je sais pas si ça existe. Moi, je pense qu'on est quand même des gens qui ont grandi avec la notion d'avoir des objectifs, des rêves et tout ça, puis c'est très correct. Faut pas aller éventuellement dire non. Tout d'un coup, je suis sans aucun attache et sans objectif et je suis juste spontané. C'est tout un processus d'étapes. Éventuellement, on a des expériences, puis ça va nous amener où ce que ça doit nous amener. Mais au départ, ça peut être une volonté. Je vais citer une niaiserie. Là, mais vas-y, on est là pour ça. Là, on est encore un peu... J'avais bien demandé si c'était niaiseux, mais notre idole de jeunesse ou Arnold Schwarzenegger. Ah, toi, c'était Arnold? Non, mais je veux dire, une des figures de l'époque. Moi, c'était Jean-Claude Van Damme. Ouais, sûrement. C'est sûr. C'est plus déjà karaté, effectivement. Mais tu sais, il dit de m'emmener dans une capsule que j'ai vue, puis je trouvais ça drôle, mais il dit, si ton but de t'entraîner, c'est de rencontrer des filles, être en sharp l'été pour les filles, ben so be it, tu sais, mais fais-les, tu sais. Dans le sens que donne-toi des objectifs, mais au moins tu restes proactif, puis tu évolues, puis tu t'avances, puis tu te fais une discipline et tout ça. C'est quand même mieux que de rester chez soi, tu sais, je veux dire, à manger des chips. Puis, je veux dire, dans le sens que les objectifs, au cours de ton évolution, vont changer, vont évoluer, puis je veux dire, peu importe, au départ, peut-être ton objectif, c'est ça, mais ça va changer en cours de route, tu sais. Puis c'est correct d'avoir des objectifs, c'est correct que ça se transforme parce qu'au fur et à mesure que tu évolues là-dedans, t'es plus la même personne non plus d'une année à l'autre ou d'une étape à l'autre. Puis c'est très correct, sauf que faut pas se dire « Ah non, moi je suis là où non, c'est ça. Je suis plus, tu sais, je m'attache plus à rien. Moi, ça me fait penser, je pense que j'avais lu ça comme, tu sais, les brahmanes. Je connais pas trop les brahmanes, mais c'est un autre lignée de personnes qui essaient de devenir des bonnes personnes, grosso modo, si on regarde ça simple. Puis eux autres, ils voient ça à chaque 7 ans. Tu sais. Ils voient des cycles de 7 ans. Donc, je pense que c'est comme... Quand tu es rendu à 28 ou à 35 ans, c'est là que tu exploses plus dans le monde, où est-ce que tu vas faire des actions. À 45, tu es rendu que tu as des enfants, tu le quittes. Rendu à 50 quelques ou 60, c'est là que tu te retires. Tu sais. C'est là que tu as moins de désir. Tu es là en train de contempler un petit peu plus la vie. Puis là, tu reviens un moment donné dans l'arène, j'imagine, 7 ans plus tard, là, dans le cycle. Puis là, c'est là que tu t'en vas enseigner qu'est-ce que tu as appris toute ta vie. Tu sais. Je trouve qu'il y a une philosophie qui est bonne par rapport à ça. Ouais. Mais ça m'amène à penser à quelque chose parce que... vas-y. Ben c'est ça, tu veux juste faire une parenthèse. C'est cool. C'est ça, par rapport aux arts martiaux, dans le fond. Au début, ton but peut être de vouloir te défendre ou arrêter de te faire écœurer ou vouloir, tu sais, même être Jean-Claude Van Damme. Ouais, c'est ça. Jean-Claude Van Damme est une vedette la split, tu sais, puis c'est très correct. Je veux dire, faut aller dans ce qui est là dans le moment, mais éventuellement, c'est ça, tu vas évoluer là-dedans. Le but, c'est vraiment l'entraînement. Moi, je pense que ce que j'aime dire aux gens, c'est que peu importe ce que tu fais, tant que tu te considères en train d'évoluer, tant que tu es en train de progresser, que ce soit au gym, que ce soit dans un art en particulier, les arts martiaux, la méditation, dans des études plus philosophiques et tout ça, du moment que tu dis à chaque jour ou dans ma vie, j'ai une évolution, j'ai un progrès, je pars d'un stade puis je m'en vais vers un autre. Je pense que tu es sur la bonne voie. Je pense que c'est ça qui est important, c'est d'aller chercher cette quête de progression-là, d'évoluer à travers tout ça. Puis ça peut être toutes sortes de moyens, toutes sortes de méthodes, mais il faut trouver sa méthode qui nous parle le plus. Right. Ça me fait penser, c'est tricky parce que... Là, c'est drôle parce que genre, je vais name drop du monde puis tu le quittes. C'est le premier podcast. Mais j'avais des fois, c'est important aussi de relaxer. Genre, j'ai compris ça. Comme j'ai commencé à donner des cours, il y avait quelqu'un, fantastique personne. My God! Genre, elle s'entraînait beaucoup. Puis je pense qu'est-ce qu'elle avait besoin, c'était de prendre un break. Puis des fois, c'est difficile, comme arrêter justement. Je pense que le oui, si j'en reviens à ça, c'est comme d'être capable de se transformer, tu sais. Genre, ça. Regarde, je vais pas mettre le oui là-dedans. Je te suis. Mais la transformation de dire, c'est-tu quoi, c'était ça mon rêve, maintenant c'est quelque chose d'autre. C'était bon pour moi pendant comme une couple d'années de faire cet entraînement-là. Maintenant, c'est quelque chose d'autre qui est nécessaire. Puis d'être capable de suivre le cours de la vie
je pense que dans l'entraînement, si j'y pense, dans l'entraînement, il y a eu ça ou dans l'entraînement, même pas dans l'entraînement, juste dans ma vie quotidienne, d'être capable de comme passer à d'autres choses, laisser aller, qu'est-ce qui est plus important. C'est tough. Hein? Non, totalement. Souvent, on dit que le cycle, dans le fond, d'évolution à travers le parcours un peu, donc, personnel, spirituel ou énergétique, tout ça, c'est beaucoup un cycle, dans le fond, de mort et de renaissance. Right. C'est-à-dire que quelque chose qui tu pensais très important, puis un objectif, puis tout ça, ben, à travers le cheminement, ton parcours, ton évolution, tout ça, de m'emmener, tu te rends compte qu'il faut que tu laisses aller cette partie-là, puis ça se transforme en autre chose. Puis des fois, c'est quelque chose qui est difficile. C'est comme une mort de dire, OK, ça, je décide de finalement, c'était une conception de la vie, puis de moi-même qui était finalement peut-être pas vraiment ce que je voulais vraiment, ou ce que j'avais vraiment besoin, ou ce que je suis vraiment. Ouais. Fait que, tu sais, il faut que tu acceptes de laisser aller ça. Puis c'est un deuil un peu, parce que des fois, ça peut être rough, parce que tu te dis, bon, mais finalement, la vie, c'est pas ce que j'attendais, c'est nos expectatives, dans le fond, tout ça, qui sont pas nécessairement ce que la vie nous apporte, mais après ça, c'est une renaissance. C'est ça qui est beau là-dedans, c'est que tu redécouvres autre chose, puis tu te redéveloppes autre chose, puis tu repasses une nouvelle voie. Là. Je suis content que tu sois sur mon premier podcast, man. Ça me fait plaisir. C'est cool. Puis tantôt, je pensais à ça, tu sais, je pense à plein d'affaires tout le temps. On s'entend, là, comme, surtout avec le micro, avec toi. Puis, je pensais à la motivation. C'est comme si on a déjà passé un petit peu à dire comme, comment motiver les gens. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de motivation, puis on est quand même passé à travers ce sujet-là un petit peu, mais toi, c'est quoi? T'as-tu des certains trucs, vu que ça fait plus longtemps que tu enseignes que moi, t'as-tu certains trucs pour motiver tes troupes, je veux dire? Ouais, ben je pense que c'est une bonne question. Merci. Ouais. Mais je pense que faut c'est ça, d'un premier lieu, comme on disait tout à l'heure, c'est peu importe l'objectif, au moins tant que tu as l'impression de continuer à évoluer, puis avoir cette soif de plus, puis de se demander pourquoi. Souvent, les gens ont dit on fait du Qigong, des arts martiaux, tout ça. Mais surtout quand on arrive plus à l'aspect thérapeutique, Qigong, Tai Chi, Neigong, alchimie, tout ça, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose en soi qui est comme pas résolu. C'est pas du jour au lendemain, je dis tiens, ça a l'air le fun, mais c'est plus une quête de vouloir guérir quelque chose ou vouloir aller un peu plus loin de ce que la vie a pu, ma perception de la vie ou des choses qui a pu m'amener jusqu'à maintenant, puis d'avoir challenger ça un peu, puis aller au-delà de ça. Puis je pense que c'est une très belle motivation de vouloir continuer à progresser. Comment je peux avoir, mais généralement, ce point commun, c'est comment je peux avoir plus d'harmonie dans ma vie, une vie moins de souffrance, plus d'amour, plus de paix, tout ça. Je pense que ça rejoint tout le monde. Je pense que tout le monde recherche ça quelque part. C'est intéressant. C'est un point commun, puis il faut se recentrer aussi sur ce réel besoin-là. Des fois, on se crée des besoins de dire je veux le faire pour ci, pour ça. C'est pas nécessairement l'essentiel, mais si on retourne à l'essentiel, c'est quoi? C'est je veux plus de paix, plus d'harmonie, plus de bien-être, plus d'amour dans ma vie, plus que les choses, c'est ça, plus être en contact avec moi-même et tout ça. Je pense de retourner à l'essentiel, c'est important. Puis c'est ça, pas juste le manque dans d'être plus performant. C'est drôle. Pas nécessairement. Souvent, c'est ça. Il y a une volonté de performance, oui, d'image et tout ça, aujourd'hui, qui est très présente. Ouais. Puis, mais dans le fond, dans le réel, à l'intérieur de soi, c'est plus un besoin d'évoluer, puis de se retrouver soi-même, puis d'être en contact avec ces valeurs-là que tout le monde recherche, dans le fond, pour... Ouais, c'est intéressant que tu vois là, parce que, tu sais, veux pas... comme je disais tantôt, le style que j'enseigne, il y a pas encore... Tu sais, comme c'est la première fois, on est comme... On est moins que 5 professeurs à l'extérieur de la Chine. C'est ce qui est bien... Il n'y a pas sorti, il y a rien. Puis essayer de le mettre quelque part, essayer de dire, OK, ouais, c'est bon, ça va être bon pour ta performance, même si ça aiguise la vision, même si c'est sûr que c'est bon pour ta performance, on dirait que même si j'essaie de faire des publicités qui sont plus adaptées, si on peut dire, segmentées par rapport à comme, ah ben oui, si t'as mal quelque part, ça va t'aider, tu sais, je veux dire. Ouais.
Puis là, mais on dirait que ça tombe tout le temps d'un crack parce que je pense que tu as mis le doigt dessus c'est le désir d'évoluer beaucoup plus que. C'est plus le fun aussi travailler, je pense, avec du monde qui ont le désir d'évoluer que genre, j'ai mal ici, tu peux-tu régler ça aujourd'hui, puis après je retourne chez nous, c'est ça, le reste, ça m'intéresse pas trop, tu sais. Mais souvent, il faut les prendre les gens comme où ils sont aussi. Définitivement. Des fois, c'est la porte d'entrée. Ouais. Fait que la personne, elle se dit j'ai mal, blablabla, mais elle va pas vraiment plus loin. Puis en l'amenant à créer du mouvement, à circuler, tout ça, oui, tu as un léger soulagement, mais tu vas aussi aux couches plus profondes de ta racine, de ton problème, de ta douleur. T'sais. Ah, c'est clair. Tout ça vient. Oui, c'est sûr que c'est la porte. Fait que c'est une bonne porte d'entrée, effectivement. Puis, tu sais, c'est correct, mais en même temps, c'est ça, je pense qu'il faut pas perdre de vue aussi l'aspect plus global, de dire oui, ça va sûrement t'aider, mais tu sais, pas en tête que tu le fais juste pour ça. Tu sais, en tête que tu le fais dans une démarche de travail sur toi-même. Je suis persuadé que ça fonctionne encore mieux aussi. Tu sais, c'est pour ça que, en tout cas, je pense aussi, tu sais, au début, je disais pas trop grand-chose. Des mouvements, carrément, c'était genre juste swing ton... Je fais encore la même chose, genre swing ton bras. Tu sais, l'important, c'est que tu swing ton bras. Puis, il y a des personnes que ça a vraiment aidé, qui ont swingé leur bras, on disait, genre, puis je veux pas me lancer, je veux me lancer des fleurs, ouais. Il y a une personne qui avait comme des douleurs chroniques à l'épaule. Ouais. Puis ça, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Genre, veux pas, le douleur chronique à l'épaule. Pendant 1 mois de temps, elle faisait comme un exercice en particulier, se taper dans les mains, c'est un exercice super simple. Puis après, elle disait, j'étais censé me faire opérer, puis là, elle a plus de douleur chronique à l'épaule, juste en se claquant dans les mains à chaque jour, puis sans s'être fait dire rien pantoute, sauf genre, claque tes bras, that's it. Ça que c'est... Qu'est-ce que je veux formuler? Est-ce que ça t'est arrivé souvent, justement, des personnes... On n'est pas des médecins, on n'est pas... Ben, en tout cas, moi, j'en suis pas un. Moi non plus. Je peux pas faire le diagnostic, rien pantoute, mais ça m'est arrivé à quelques reprises d'avoir des personnes qui ont dit... C'est quoi? Moi, il y a un médecin qui m'a dit, genre t'as besoin d'une opération aux épaules, puis juste en soignant son bras, le niveau de bienfait, le niveau de pas de bonheur, mais le niveau de douleur, en fin de compte, a diminué comme drastiquement, puis la personne est maintenant capable de vivre avec ça sans avoir besoin d'une opération. Moi, au début, j'ai trouvé ça comme incroyable. J'étais flabbergasté par le... C'est le mot que j'avais en tête. Right? Je comprends pas nécessairement qu'est-ce qui s'est passé. Genre, moi, personnellement, genre, parce que il y a trop de choses qui peuvent venir... Parce que c'est un gros « ça dépend », tu sais. Ah, ouais. Mais il y a eu des résultats qui étaient positifs par rapport à ça. J'imagine que toi aussi. Ça fait combien de temps maintenant que tu donnes des cours? J'ai commencé à enseigner en 2005 à peu près. OK, cool. Ouais, ça va faire déjà une quinzaine bientôt d'années. As-tu commencé en partant l'Institut... C'était quoi? Parce que là, la dynamique a quand même changé aussi de là 14 ans, right? L'entraide, la communauté, right? Là, on est des profs de différentes écoles. Oui, totalement. Puis, toi, as-tu décidé de partir tout de suite l'Institut ou tu t'es baigné là-dedans un peu? Comme, c'était quoi ton... Ben, en fait, mon objectif d'Institut, quand j'étais... ça m'a toujours tenu à cœur un peu parce que je trouvais que le Qigong était sous-représenté et sous-exploité par rapport à ce qui s'est fait en Chine pendant de nombreuses années. Ça fait que je voulais amener quelque chose de vraiment une image officielle puis un peu plus professionnelle et tout ça. Fait que j'étais très motivé là-dedans au départ. Fait que c'est pour ça que j'ai tout de suite comme aller plus dans l'aspect institut vraiment pour amener une approche le plus professionnel, voire scientifique, voire académique. Académique, puis explorer les aspects, justement, les applications thérapeutiques, les applications plus, éventuellement faire de la recherche là-dessus pour prouver les bienfaits et tout ça. Ça fait que j'étais très dans cette dynamique-là au départ. Puis c'est un peu dans cette optique-là que je me suis lancé dès le départ, dans le fond. Ça a évolué beaucoup aussi là, à travers les années, évidemment. Mais c'est ça, je pense que... mais c'est ça, par rapport à ce que tu disais, c'est ça, je pense que c'est intéressant là, de voir les bienfaits. Les gens, oui, effectivement, c'est ça, des fois... d'une personne à l'autre, ça peut varier beaucoup, mais il y a des gens qui, rapidement, il y a des améliorations assez concrètes. Puis, je pense que ça apporte beaucoup de bienfaits, mais effectivement, c'est un gros bout de chemin à faire aussi pour pouvoir faire connaître plus. Puis,
donner cette notoriété-là à cette pratique-là. Puis c'est un peu de cette façon-là aussi que petit à petit, j'ai eu la chance de créer des liens avec la Chine, puis tout ça, avec les liens plus officiels avec la Fédération internationale de Qigong, puis qui est associée au bureau des sports, puis à certaines universités en Chine. Puis là, on aboutit un peu avec le colloque. C'est ça, segway au colloque. Ouais. Ça fait plusieurs années qu'on a des événements avec des délégations de la Chine, mais qui étaient plus des séminaires, des formations. Mais là, c'est vraiment le fun parce que c'est la première fois qu'on aboutit avec quelque chose de vraiment de dimension vraiment plus internationale, qui implique plus de spécialistes et d'agents de différents pays. Puis, il y a combien de personnes qui viennent? T'as combien de professeurs, en fin de compte? C'est quoi le... Oui, on va avoir, dans le fond, 8 conférenciers, professeurs principaux. OK. Donc, j'ai 4 personnes qui sont vraiment des sommités en Chine. Donc, 4 professeurs de la Chine qui sont tous des gens qui ont des post-doctorats dans le domaine d'éducation, médecine chinoise, médecine traditionnelle chinoise et tous les domaines connexes. Puis, c'est ça qui est intéressant un peu avec de faire affaire avec la Chine, c'est que en Chine, tu as quand même une structure qui se développe vraiment dans les universités de médecine chinoise et les universités sportives aussi, pour donner un parcours académique un peu plus officiel qu'on n'a pas ici encore, malheureusement, en Occident. Oui. Mais c'est ça, c'est des gens de la Chine, mais aussi on a des gens de la France. On a Kewen, qui est une Chinoise établie en France depuis une vingtaine d'années, qui a le plus gros centre de diffusion des arts énergétiques chinois à Paris. OK. C'est une question que j'avais. Là, ça va-tu? Parce que la plupart de l'enseignement est fait en anglais habituellement. Tu sais, quand c'est des Chinois, c'est fait en anglais parce que le français est pas trop là. Est-ce que ça va être en anglais, en français, les deux, bilingues? Il y a certaines... Y a-t-il des traducteurs? Comment tu t'es organisé avec ça? On a la chance d'avoir plusieurs conférenciers en français francophone. Ah. Donc, on a aussi Cyril Javary, par exemple, qui est un traducteur du I Ching, le livre des mutations, le classique des changements, et qui est un auteur prolifique très connu dans la francophonie pour ses œuvres justement sur le I Ching et la culture chinoise, un spécialiste de la Chine. Nice. Kewen, elle évolue donc évidemment en France, elle parle français. Zhang Wenchun, un des 4 conférenciers de la Chine, a été en France plusieurs années aussi, donc il peut s'exprimer en français aussi. OK. Donc, on a plusieurs conférenciers en français. Puis, évidemment, Luan Chongfeng, qui est c'est une personne d'origine française qui est établie à Wudang, qui est à la Wudang depuis 9 ans. Oui. Et qui s'exprime évidemment dans sa langue maternelle en français très bien. Donc, il va aussi... oui. Ah, c'est cool, Wudang. Oui, c'est passionnant. Es-tu allé? Oui, je suis déjà allé à Wudang. J'ai pas tant en ce moment j'ai pas exploré tant que ça, formé à Wudang comme tel. Oui. Mais oui, je suis déjà allé. Puis moi, je suis beaucoup aussi dans le tai chi de style Huiyuan. Donc, OK, oui. De cette tradition-là qui intègre beaucoup de trucs de taoïsme, de la tradition Wudang un peu aussi, mais sans être directement rattaché à Wudang. Mais non, c'est ça. Fait que on a comme 5 sur 8, je pense, qui s'expriment... non, 4 sur 8 en français. Sinon, on a Livia Khan, qui est en anglais, qui est une grande spécialiste du taoïsme. OK. PhD aussi sur les études asiatiques, japonaises, chinoises, tout ça, qui a écrit une quinzaine d'ouvrages sur le sujet. Elle, ça va être en anglais, ça va être traduit. Et puis, ceux que les Chinois, évidemment, qui parlent seulement chinois, évidemment, ça va être traduit en français live. OK. Ouais, une traduction simultanée. Ah, c'est génial. Puis en fin de compte, tu sais, moi, j'ai regardé juste l'événement passer un peu. C'est sûr que je veux être là, tu sais. En passant, il va y avoir un lien. Il va y avoir un lien qui va être fait avec le podcast. Vous pouvez cliquer sur le lien, puis ça va vous amener à la page, puis il va y avoir un certain rabais, je pense, qui va être... Oui, absolument. Ben, c'est ça. Ceux on avait une petite promotion pré-vente, mais ceux qui l'ont manqué avec le podcast pourront en profiter avec le lien pour avoir le meilleur tarif qui a été fait pour le colloque, même si on est à la dernière minute, parce que c'est dans à peine même pas 10 jours. Oui, c'est ça. C'est le 1er novembre.
Exactement. C'est le 1er novembre. Cliquez sur le lien si vous voulez. Bon, on va continuer. Toi, Oui. comment tu as Absolument. trouvé ce monde-là? Genre, parce Ouais. qu'il y a quelque chose d'organiser tout ça qui est vraiment gros. Je veux pas que ça soit juste un spot publicitaire pour ça non plus. Non, là, non, tu sais. non. C'est pas un spot publicitaire, mais comme en On partant. parle de ce qu'on fait, c'est normal. C'est ça, exact. Puis comme organiser des grosses patentes comme ça, je veux dire, pourquoi? C'est-tu de fil en aiguille ou tu t'es dit comme, Ouais. tu quoi, à un moment donné, je vais faire de quoi de huge? Non, c'est ça, les gens ils me trouvent un peu téméraire, un peu fou. Right, ben oui. Des choses de cette ampleur-là parce que c'est effectivement très, très gros. J'ai eu la chance d'être inspiré beaucoup par Cohen, dans le fond, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui va être là au colloque. Mm-hmm. Elle a le plus gros institut organisation de formation en France. Puis j'ai eu la chance de participer dans un des colloques qu'elle faisait aussi en Chine, à Jiuhuashan, qui j'avais amené à ce moment-là une délégation d'élèves, d'étudiants aussi là-bas. Puis on a tous vraiment, vraiment apprécié. Puis ça m'a inspiré beaucoup. C'est un projet que je chérissais depuis longtemps. Puis de fil en aiguille, écoute, c'est sûr que avec notre association, avec la Fédération internationale de Qigong, c'est ça qui permet ça aussi beaucoup, parce que ça donne, c'est la fédération avec l'association de Qigong pour la santé de Chine. C'est vraiment l'aspect officiel en ce moment en Chine. Ouais, c'est ça. Vraiment Ça serait le fun de parler un petit peu ben, en tout cas de l'histoire de ça, oui, parce oui, que oui. on vient pas de la même place, on vient pas de la même école. Puis le Qigong a passé à travers comme plusieurs Absolument. épurations, plusieurs Grosses étapes, dynamiques, plusieurs étapes pour différentes choses. Puis je trouve que c'est quand même intéressant de parler de ça un peu plus. Tu sais, toi, comment ça s'est passé en fin de compte? Parce que c'est un petit peu moins dans mon histoire, ça, right? Parce que je viens comme d'une lignée de Wudang de là, comme 400 ans, puis ça n'a pas beaucoup été changé. Ça fait 3 générations que c'est pas des moines. Puis il y a un aspect underground à ça qui est intéressant, mais toi, c'est un petit peu... c'est pas que c'est le contraire, mais c'est plus le gouvernement qui a décidé que c'était ces... Comment ça s'est passé? Ouais. Ben, c'est sûr qu'on a un cheminement différent. Moi, je pense que c'est ça quand j'avais vu m'emmener Raph au quartier chinois. Puis, oui. Puis tu sais, c'est le fun dans ton cas d'avoir la chance de tout de suite mordre, de tout de suite prendre la piqûre, mordre dedans, puis plonger, puis d'avoir la chance de rester dans le même lignée. Moi, ça a été vraiment un cheminement. Je suis allé un peu partout dans le fond. Ah ouais? J'ai un peu tout fait avant de me rendre où que je suis maintenant, mais c'est ça. À la base, moi, j'étais dans la première approche que j'ai appris, c'était le Junan Qigong. OK. Junan, qui veut dire, dans le fond, le Qigong des potentiels de l'esprit et le Qigong un peu pour développer les potentiels de l'esprit, la sagesse et des potentiels. Tu savais sur quoi tu avais besoin de travailler, en fin de compte. C'était super intéressant. Ça a tombé comme ça. C'était dans mon école de Kung Fu. Puis je suis tombé là-dessus un peu par hasard, même s'il n'y a pas d'hasard des fois. Mais après ça, j'ai cheminé énormément. Je voulais aller plus sur la médecine chinoise. Fait que j'ai fait du Qigong médical aussi. Beaucoup de Qigong des inversions internes aussi parce que je pratiquais les différentes inversions, Tai Chi et tout ça. Puis là, après ça, je continuais tout ça. Puis de fil en aiguille, c'est ça. Je connaissais le Qigong, justement, qu'on appelle le Jianshen Qigong en Chine, du Qigong pour la santé, qui sont les méthodes officielles qui ont été mises de l'avant à partir des années 2000 à peu près. OK, je pensais que c'était un petit peu plus... Ben, tu sais, je pensais que ça venait comme des années 80 environ, parce qu'il y a eu comme un fever, un Qigong fever dans les années 80. Le Jinan Qigong, la lignée que je pratiquais, était vraiment issue de ça. OK. Des années 80-90. Avec des pratiques de masse, des millions de personnes qui pratiquaient ça doit être quand même quelque chose, hein? Vraiment quelque chose, oui. C'est très intéressant. Toi, c'était le Jinan Qigong qui est venu... Oui, c'est ça. Le premier Qigong, mais il est arrivé un gros bouleversement après la fièvre du Qigong qu'on appelle, qui était vraiment des lignées de masse majeures que toutes les personnes dans les parcs, généralement le Qigong, c'est une pratique répandue, plus que le yoga pouvait l'être en ce moment en Occident, mais bien plus. Oui.
Puis, c'est ça, il y a un gros bouleversement suite aux événements malheureux qui entouraient un peu la secte du Falun Dafa, le Falun Gong. OK, c'est carrément... Ouais, c'est carrément relié. c'est carrément parce relié. que, ben, il y avait d'autres lignées aussi plus problématiques à cette époque-là. Parce Plus qu'il y avait- problématique? non, je veux dire, il y avait d'autres lignées aussi problématiques, Ouais. mais ça s'est jamais allé au niveau qu'est allé le Falun Gong. Mais dans cette époque-là, effectivement, on était une époque où la Chine, les gens qui pratiquaient le Qigong étaient beaucoup issus des périodes difficiles, la révolution culturelle et tout ça, et étaient à la recherche de renouer un peu avec une certaine spiritualité ou avec leur culture, mais qui n'étaient pas équipés nécessairement avec les connaissances puis l'éducation, tout ça, pour faire face. C'est-à-dire qu'il y avait comme une facilité à tomber dans le culte très facilement. T'sais. Parce que eux autres, ça fait partie de leur bagage, leur héritage culturel, mais les renouent avec ça tout d'un coup, mais sans être nécessairement très groundé dans l'aspect plus terre à terre. Le discernement de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Toi, c'est quoi ta perception de... Beaucoup de personnalités ou de secteurs qui pouvaient sortir de ça, tu sais. Toi, le Falun Dafa ou le Falun Gong, est-ce que comme tu... Ça, c'est un sujet qui... Je veux pas m'attirer les foudres ici. Sinon, tu vas avoir des gens qui vont venir avec des pancartes. D'un bord ou de l'autre, hein, tu sais, je veux dire... Non, mais je veux dire... j'ai aucun jugement dans les différents mouvements. T'es-tu déjà allé? As-tu essayé? Non. Moi non plus. Non. Mais je veux pas prendre des positions par rapport aux croyances des gens et tout ça. Puis c'est très correct, ils ont leurs croyances, puis ils ont le droit, puis il n'y a pas de problème. Sauf que il y a absolument, définitivement un aspect de croyance. Ça, je pense pas qu'ils peuvent le nier. C'est qu'il y a vraiment, par le maître Lirongju qui a fondé la lignée, de plus en plus inculquer des notions tirées des différentes religions, puis mélanger un peu des différents cultes, puis différentes croyances, vraiment des croyances. Là, je veux dire, il y a dans les transcriptions, ou dans ses livres, ou une transcription écrite de ses conférences, il y a carrément des places où il dit qu'il pense que la société est contrôlée par des puissances extraterrestres ou une version aussi un peu apocalyptique, de fin du monde, ou de mal, de bien, et tout ça. Ouais. Donc, il y a tout ça. Il y a toutes sortes d'affaires qui se mélangent là-dedans et des croyances. Et elles ont été véhiculées. Peut-être que là, les gens vont dire non, mais c'est pas ça qu'il voulait dire, ou peut-être qu'il a lâché ça. Peu importe, je ne veux pas rentrer là-dedans dans les détails, mais il y a vraiment une lignée de dire on est une école basée sur des croyances, il y a un maître lié à des cultes un peu, ou c'est ça, des trucs soit superstitieux religieux ou autres, mais qu'éventuellement, il y avait un culte tellement fort que ce culte-là s'est opposé au culte peut-être d'un gouvernement justement en Chine, évidemment communiste, et qui entrait contre les valeurs communistes de l'époque. Et évidemment, ce culte-là a pris de l'ampleur, et plus ce conflit-là avec le gouvernement persistait, plus le culte prenait de l'ampleur. Dans le fond, au lieu de jouer low profile, ils sont allés dans le sens inverse, de dire non, on va comme se battre jusqu'au bout. Il n'y avait peut-être pas le choix aussi. C'est comme une croisade, un peu, là, tu sais. Fait que c'est ça a amené à un débordement, à une crise majeure politique. Puis, évidemment, la Chine étant communiste, il n'y a pas de place pour un mouvement religieux contestataire du gouvernement. À la base, il n'y a pas vraiment de place pour la religion, anyway, qui est très minime, il faut se le dire, mais en plus, c'est un mouvement qui prend de la place, qui manifeste, qui s'exprime dans les médias, qui pénètre les sphères du gouvernement, parce que c'était rendu ça. Là, je veux dire, il pénétrait avec les adeptes se multipliaient à travers toutes les tranches de la société médiatique et politique. Et ça, c'est énorme pour la Chine. Moi, j'ai été étonné. C'est la plus grosse, dans le fond, le plus gros défi qu'il y a eu à faire face au Parti communiste depuis la place Tiananmen, dans le fond, Falun Gong. Et malheureusement, ça a amené à l'éradication du mouvement, mais aussi de tout contrôle, tout fermer les grosses lignées de Qigong. Parce que, comme je te disais, il y en avait d'autres aussi, que le culte était là ou pouvait éclater. Fait qu'ils se sont dit, il faut vraiment, pour l'instant, mettre un terme à ça, parce que, surtout avec une population, effectivement,
si on regardait ma meilleure objectif, qui À la était issu, recherche, c'est ça, tu sais, pas nécessairement le bagage d'éducation, puis de sens critique, puis tu sais, d'être capable de discerner, puis ça, il y avait comme un certain danger à tout ça, tu sais. Mhm. Fait que, ils se sont tournés dans une vague très, c'est ça, le problème, couper ça, puis retourner vraiment dans l'aspect très matérialiste, basé plus sur le modèle occidental. Alors là, tout le Qigong a vraiment diminué énormément, dans le fond, a été éradiqué de tout l'aspect plus officiel. Fait qu'il y avait quand même une tolérance, les gens pouvaient pratiquer le Qigong et tout ça, ces arts-là internes, que ce soit Wudang, le Tai Chi et tout ça, mais tu pouvais pas commencer à faire des grandes écoles officielles avec des clubs, avec des écoles et des lignées, des branches, de dire on est la lignée tel X, puis à travers la Chine, parce que c'est ça, c'était plus toléré pour un certain temps. Fait que, c'est comme le jeu au Québec, genre, tu peux aller au casino, mais il n'y a pas de publicité. Il peut pas avoir plus de publicité ou d'affaires comme ça par rapport à ça. Là. Ouais, effectivement, il y a quand même beaucoup de publicité ici. Ouais, Québec, mais effectivement, c'est ça, c'est plus de la tolérance, mais pas d'organisation officielle majeure avec des organisations avec des branches surtout et des grands regroupements de plus de 100 personnes et tout ça. Parce qu'en Chine, c'est des dimensions aussi qu'il faut, c'est fou, hein? faut remettre en perspective. Ouais. Ici, on se rassemble, on est peut-être 30, 40, au max 50, puis on est super content, mais là-bas, si ça commence à se rembler, ça peut être 100, 200, 300 facilement. Ben, ça peut être des 1000 et des 1000. C'est ça, éventuellement, effectivement. Oui, c'est... Fait que c'est une autre dimension. C'est une autre dimension totalement. Là. La dernière fois que je suis en Chine, il y avait comme... Je pense que j'ai vu 10 000 personnes en comme 15 minutes. Tu sais, il y a juste trop de personnes qui marchent tout le temps. C'est... En tant que Québécois, genre, je suis vraiment pas habitué à ça. Non, trop les de monde. autres sont pas habitués ici. Ils trouvent que c'est un village. Ah, c'est clair. Mais, effectivement, quand tu reviens, c'est comme... Les rues sont pas mal désertes. Mais pas quand même... Montréal, c'est quand même... Centre-ville et tout ça, c'est quand même actif. Mais du moment que t'es plus... comme nous, on est des... Ouais, sur la rive sud. Ouais, on est des fiers rive-sudiens. Ben, moi, je suis pas fier de ça. Ben, c'est quand même mieux que Rive-Nord, quand même. Moi, je rentre pas dans ces débats-là. On va parler du Falun Gong tant que tu veux, mais pas de la rive sud. Alors, c'est une blague, évidemment. Ben, c'est comme la première fois que j'étais en Chine, l'avion, je pense, est arrivé à minuit ou à 1h du matin, puis il y avait une antiquité, il y avait un shop d'antiquaires qui était ouvert 24 heures sur 24. J'ai trouvé ça comme... Ah ouais, non, c'est ça. C'est quoi le rapport? T'sais, on n'est pas habitué de vivre sur des chiffres comme ça ici. Là, c'est... Non. Ben, tout est disponible presque 24 heures sur 24. Right. Alors qu'ici, après 6 heures, souvent, surtout les fins de semaine, ben, ça commence à être pas mal, pas mal mort. Puis c'est ça. Mais ça, c'est commun à toute l'Asie, les Japonais, les Coréens, tout ça. Je te dis, n'importe quelle heure de la journée, ça sort, ça va manger, il n'y a pas vraiment de limitation de dire « Ah non, si tu ouvres, si tu fermes, c'est comme tu sors de chez toi, puis c'est à proximité, là, c'est sur le coin de rue, puis c'est... » Ben oui, c'est ça. T'habites dans le même... T'habites dans le même gratte-ciel quasiment que la plupart des affaires que t'as besoin. Exactement. C'est une autre dynamique totalement. C'est qu'après, c'est quoi la Chine a décidé de bâtir genre un protocole, en fin de compte, efficace, j'imagine, du Qigong. Ouais, c'est ça. Pour dire que ça va être ça. En réponse un peu à le chaos un peu qui s'était développé, ils ont dit pour l'aspect officiel, c'est une tolérance pour ce qui est non officiel, il n'y a pas de problème, mais pour l'aspect officiel, ce qu'on va mettre de l'avant pour les clubs, les écoles, les universités, tout ça. Puis ça va être vraiment, on va se retourner dans le fond aux routines traditionnelles. Dans le fond, ils sont retournés au Baduanjin, qui sont des Qigong pratiqués depuis des siècles en Chine. Le I Ching Jing, qui a des racines plusieurs siècles aussi. Les 5 animaux qui vont en plusieurs millénaires. Ouais. Ah, le I Ching Jing. Ouais, je pense que c'est-tu le I Ching Jing ou le Baduanjin qui a une des premières scriptures ou un des premiers recueils, en fin de compte, puis tu vois les dessins de personnes qui sont en train de faire des mouvements. En fait, ce que tu parles, je pense, c'est la charte de Daoyin, qui a été exhumée dans le tombeau de Ma Wangdui, qui est un tombeau qui date de la dynastie des Han, dans le fond. Donc, il y a facilement 2000 ans d'histoire. OK. Puis, dans la province de Changsha, dans le Hunan.
Puis ils ont donc trouvé ce tombeau-là avec des choses carrément incroyables, des momies pas parfaitement conservées, mais une conservation qui était carrément hallucinante par rapport à ce qu'on connaît des momies de l'époque. Ah oui? Ouais. Comme même... Ouais, qui pouvaient même le bouger. Puis il était souple. Ouais. C'est assez impressionnant. C'est assez weird aussi de vouloir le bouger. Ben ouais, tant qu'à faire, tu l'as. C'est clair, là, tu le bouges, t'essaies... Non, c'est sûr. Non, c'était des spécialistes, ils n'ont pas fait c'est un bras. On peut pas le bouger, en fin de compte. Finalement, non. Ben, c'est des spécialistes qui ont constaté la souplesse des tissus, mais puis des documents, des versions du Dark Aging, des versions des textes philosophiques classiques. Ah oui? De la numérologie, des poteries, des œuvres d'art, tout ça. OK. Puis là-dedans, il y avait un document qui était la fameuse charte du Mao Hongdui qu'on appelle le Daoyin 2, donc la charte de Daoyin de Mao Hongdui. Mm-hmm. Et sur laquelle il y avait comme 44 postures de gens qui faisaient du Qigong, effectivement. Oui, c'est ça. En diverses postures, avec soit à côté des noms d'animaux ou des noms de bienfaits de maladies, dans le fond. OK, ouais. Mettons, arthrose, ben, t'as une posture. Parce que j'ai C'est correct. arthrose, puis tu sais, ou dragon, phénix, puis des noms de posture, puis avec. Ce qui est très intéressant parce que, ils ont mis dans le tombeau des choses qu'ils pensaient précieuses et donc nécessaires à passer aux générations futures. Ben oui, c'est clair. C'est une preuve aussi indéniable que c'était pratiqué à l'époque, déjà 2000 ans, right. dans un but thérapeutique. Exact. Fait que c'est vraiment impressionnant. Ils ont fait une segmentation de marché, là, 2000 ans aussi. C'est-à-dire, ça, c'est pour... Ce movie-là, il est pour l'arthrose. Ouais. Genre, non, mais je blague, mais c'est quand même fou je que... veux dire, thérapeutique, dans le sens, tu sais, il y a des formules médicales d'herbes, toutes sortes de choses. Ouais, tu sais, on a aussi des exercices. Donc, l'exercice faisait partie des moyens thérapeutiques proposés par les médecins de l'époque. Tu sais, c'est assez incroyable. Ouais, il y a quelque chose qui me fascine tout le temps, c'est, tu sais, la médecine ou la pharmacopée, là, c'est qui a essayé les herbes? C'est qui a essayé les herbes? C'est parce que je veux pas... C'est des gens flyés. Ouais, c'est ça, exact. Avec la pilule de mercure, même, pis tout. Tu sais, comme vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont passé avant nous autres pour qu'on soit rendus ici, en fait. Ouais, ça, c'était les disciples qui essayaient les... Ouais, c'est ça. Tiens, c'est ça. C'est pour ça qu'il y avait besoin d'une grosse école. Ouais. Tu sais, ça, c'est la moitié. C'est pour ça qu'il y a toujours un survivant de la lignée aussi. C'est ça, exact. Lui, il sait, là. Lui, l'héritier, ben, il a survécu. Bon, on va avoir l'aspect humoristique au moins à ton podcast. Ben, il faut. Excellent. Faut. Mais si on revient à Mao Hongdui. Oui. C'est ça, c'est hallucinant. Puis aussi, les bonhommes étaient dans des vêtements et des accoutrements différents qui pouvaient désigner plusieurs classes aussi de la société. Donc, tu pouvais avoir des nobles, OK, oui. Des gens du peuple, des travailleurs, tout ça. Mm-hmm. Qui fait que c'était pas juste réservé nécessairement, c'est beaucoup de gens pratiquaient ces exercices. Tu parles des dessins, on voyait que c'était des personnes différentes. Selon les vêtements qu'ils portaient. Ah! Fait que tu sais, t'avais des gens avec des chapeaux spéciaux, des robes spéciales qui étaient réservées peut-être à la classe plus noble, effectivement. Puis sinon, t'avais des gens, tu sais, pas de chandail du tout. Oui, c'est ça, en chest. En chest, exactement. Il me semble que je serais un de ceux-là. Ouais, c'est ça, les toughs, là. C'est ça. Fait que c'est vraiment hommes et femmes, évidemment. Et puis, fait que c'est ça, ça a une preuve majeure, une découverte majeure pour tout ce qui est l'histoire de Qigong, qui fait remonter l'utilisation thérapeutique des exercices. Sinon, on avait beaucoup d'écrits aussi. Oui. Mais ça, avec les images et les noms de posture, et aussi, il y avait des textes accompagnés à ça. Oui, la poésie, probablement. Puis, c'est vraiment une découverte majeure, puis ça a inspiré beaucoup. Après ça, quand on regarde les postures du Mao Hongdui Daoyin Shu, donc la charte de Mao Hongdui, on a des postures qui ressemblent beaucoup, effectivement, au Banduanjin. Oui, c'est ça. Tu disais tout à l'heure, ou au I Ching Ching. Fait qu'on voit vraiment, on reconnaît un peu les postures. Donc, c'est ça, souvent, ce qu'on dit, que le Banduanjin date d'à peu près 1000 ans d'histoire facilement, mais les vraies origines remontent à plus loin que ça. Même chose pour le I Ching Ching. Oui, c'est ça. De la venue de Bodhidharma au temple de Shaolin, toute l'histoire un peu légendaire. Mais avant, il y avait déjà des pratiques qui existaient. Définitivement. Avant ça. Donc, c'est ça remonte à plusieurs millénaires, ces pratiques-là. Et puis, c'est ça, pour revenir à ce qu'ont fait l'association de Qigong du Bureau des sports, ils ont
repris un peu ces méthodes-là qui, ayant plusieurs siècles, des évolutions et des histoires, ont beaucoup évolué en différentes branches et différentes lignées, différents professeurs. Chaque professeur apportait des modifications peut-être, Ben oui. une dilution peut-être, ou des ramifications. Ah oui, c'est clair que c'est... J'ai vécu ça un petit peu. C'était correct? Ben non, c'est correct. C'est quand même... Il y a du bon et du mauvais. Tu sais, t'essayes de montrer un move qui est complexe. Ça m'est arrivé, là, comme les premiers cours, t'essayes de montrer un move qui est complexe. Puis là, tu dis, je vais le séparer pour montrer le move d'une certaine façon. Puis là, tu fais, c'est le même que ça part. C'est le même que ça chire, tu sais. C'est juste comme ça. Puis tu fais, ben, là, ça, c'est. Là, après, quelqu'un dit, ça, c'est l'étape numéro 1, 2, 3, quand il n'y avait pas d'étape comme ça. Puis c'est là que ça. Non, c'est ça. L'enseignant, on donne notre teinte, notre touche. Puis des fois, ça se modifie un peu. Puis c'est correct, c'est une évolution normale, les choses. Mais c'est ça. Ayant évolué énormément, toutes ces techniques-là, il peut y avoir des versions du Bandwagon, du 5 mots, qui peuvent varier énormément d'une place à l'autre. Ben oui, c'est ça. Fait que, ils se sont dit, faisons un travail de recherche, de synthèse avec les représentants des lignées, avec des spécialistes universitaires, les experts aussi pour l'aspect philosophique, culturel, historique, parce qu'ils ont des racines historiques dans les textes et tout ça. Scientifiques, voir l'effet des mouvements, est-ce que ça apporte des bienfaits à différents niveaux pour la santé, est-ce que c'est testé un peu tout ça. Fait qu'ils ont fait une version de chacune de ces 4 méthodes-là avec les 6 sons, 5 animaux Engineering Bandwagon, plus officielle, standard, que voici ce qu'on enseigne de manière officielle à travers la Chine. Ouais, c'est ça. Quelque chose de standardisé aussi, j'imagine, de pas trop difficile aussi à... Exactement. C'est ça. Accessible, tu sais, parce que tu as des Jing, des versions qui sont hyper difficiles et très intenses sur le corps, qu'ils peuvent mener à des Qigong durs de cassage ou de développement de puissance martiale. C'est pas nécessairement le commun des mortels qui a besoin ou la volonté de se mettre dans des pratiques aussi rigoureuses et aussi intenses pour le corps. Fait que le Jing qu'on enseigne dans le Jianzhen Qigong, c'est une version souple. C'est des choses qui reprennent la tradition, mais dans la perspective plus souple, douce, qui met l'emphase sur l'entraînement, corps-esprit, la souplesse, tout ça, l'étirement, le travail des tendons et des muscles. Mais c'est pas la version nécessairement martiale, intense, qui mène des transformations des tendons qui mènent à développer vraiment la puissance pour briser peut-être des briques. Les mains mortes et compagnie. Ouais, c'est sûr que... Fait que tu sais, il y a des fois des gens qui vont dire, mais tu sais, le Jing de l'association de Qigong, c'est pas le vrai Jing. Ben, c'est quoi le vrai Jing? C'est quoi le vrai Jing? Exactement. Tu as déjà des dizaines de versions différentes ou même plus à travers le monde. Tu as des façons de pratiquer selon les objectifs, tout ça. Fait que c'est une version du Jing qui est souple, qui est accessible, qui est sécuritaire, qui convient à tout le monde, que tu vas pas te blesser ou tu vas pas mettre ton corps à l'épreuve intensément, que si tu serais mal guidé, tu pourrais aussi te développer aussi des blocages plus intenses ou développer des techniques martiales qui développent beaucoup de feu dans le corps, on va dire en médecine chinoise. Qui crée du yang. Fait que tu sais, si tu mets à enseigner ça à tout le monde, il y en a là-dedans qui, selon leur constitution, leur émotion, leur ego, vont comme exploser. Ça va développer des équilibres peut-être plus profonds. Ou leur donner, c'est ça, des trucs qu'ils n'ont pas besoin. Fait que c'est ça, c'est pas sans prévention. Ça, c'est quoi ton remède à quelqu'un qui a trop de feu? Le thé vert. Boire de l'eau. Thé vert, boire de l'eau. Un bon thé vert, prendre son thé tranquillement. Le thé vert qui est une nature plus froide, rafraîchissante, mais tu sais, c'est vraiment justement balancer ces techniques-là. Pas aller dans l'aspect très yang, très intense. Parce que la sphère des muscles et des tendons se met à étirer beaucoup, à créer la vibration, mais l'aspect bois, l'aspect yang commence à être stimulé puis à être tonifié, puis ça peut amener un déséquilibre. Fait que si ça se produit pour quelqu'un qui en a développé beaucoup, c'est ça. Prendre ça cool, des marches en forêt, ça aide beaucoup à ventiler le contact avec la nature. Le thé vert, l'alimentation, tout ce qui est évidemment stimulant, café, alcool, tout ça. Pour un bon bout de temps, laisser le corps se replacer. Consulter si vraiment il y a beaucoup de yang, dans le sens que ça devient symptomatique. Consulter
les professionnels qualifiés là-dedans. En médecine chinoise, je veux dire, on peut aider à faire descendre le yang, on peut par les herbes, par les massages, l'acupuncture, tout ça. Ici, évidemment, ça se transforme en un truc psychologique parce qu'il faut faire attention. Des fois, ça atteint l'ego puis les émotions. S'il y a des émotions qui ressortent trop intenses, bien évidemment, il faut aller voir soit un médecin ou un spécialiste, un psychologue ou un psychiatre pour d'abord se stabiliser. Puis ensuite, ben, tranquillement, retrouver un équilibre à travers tout ça. Puis, Moi, je trouve qu'est-ce que tu viens de dire, on dirait que la société au complet en a besoin. Genre chiller, aller prendre un petit thé, marche en forêt. Genre, puis aller consulter. Consulter, peut-être pas, mais... non. On est dans une société trop young. Consulter, oui. Généralement, oui. Solide, Effectivement, oui. Non, mais consulter, je veux dire, quand tu veux dire... aller voir quelqu'un qui peut t'aider. Ou ton thérapeute, le médecin chinois, juste des petits tune-up, tout ça. En général, c'est très recommandé, effectivement. Je pensais que tu m'allais dire consulter parce que j'avais fini avec psychiatre. Comme aller tout consulter. Oui, tout le monde, let's go. J'en ai tout besoin, vous êtes tous fous. Mais non, je suis d'accord avec toi à 100%. Je pense que tout le monde a avantage à prendre le temps. Puis quand je parle de thé, effectivement, c'est un bon point que tu ramènes, c'est que prendre le thé, mais si vous avez la chance de l'intégrer plus dans une tradition justement chinoise, que c'est un peu comme tes instruments, ton thé frais plus associé aussi, comment tu te sens à la saison, tout ça. Comme par exemple, à l'automne, on va peut-être aller vers des thés plus oolong, un petit peu plus réchauffants, tièdes. Puis, prendre le temps, tu sais, bouillir, filtrer. Le rituel au complet. Exactement. Ça n'a pas besoin de très compliqué. C'est vrai que c'est le fun. Mais juste prendre le temps de manipuler. J'ai pas pu l'amener, mon set. Oui, c'est ça. La prochaine fois, il va y avoir un set. Mais il faut que je me fasse apprendre aussi. Tu sais, comme parce que... Je suis un peu young. Non, tant que tu casses pas tes trucs. Oui, non, c'est ça. J'en ai en terre cuite, ça va être ça. C'est ça. Mais oui, c'est sûr qu'un petit set, parce que c'est tellement le fun. C'est tellement le fun de passer le temps. Ça vaut la peine, tu sais, de juste faire ça. Puis, tu sais, tu réchauffes un peu tes instruments, tu transfères tes petites tasses, puis tu le prends par petites gorgées qui tu ressens les bienfaits. Vraiment, ça prend idéalement un bon thé. Ça, c'est avec fun. un thé en sachet, un Lipton, mais un bon thé, des belles feuilles, tout ça, c'est vraiment un plaisir. Puis, effectivement, ça... Un David's Tea, genre pur à l'orange, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, avec des petits bonbons. Avec des bonbons, des figues, des fruits, mangues. C'est ça, Non, c'est ça, c'est pas tout à fait dans la tradition. Mais c'est pour ça que souvent, les gens... C'est niaiseux, mais les gens vont se lancer thé là parce que tu le prends, schlack, puis t'as tout de suite un goût... Wow, tu sais. Sérieux? C'est l'explosion de saveurs. Sauf que le thé vert, c'est des saveurs plus subtiles. Puis tu ressens les bienfaits aussi plus subtils, tranquillement s'installer dans le corps. Puis ça a des bienfaits énormes, évidemment. Le thé vert. Moi, je trouve que le packaging, même le packaging de David's Tea, là, genre juste le format, comment il est amené, comment des affaires de métal comme ça, je trouve que aussi ça a aidé pour que le monde. Il y a plus de monde qui boivent du thé maintenant qui c'est marketing. Avant, non, c'est clair. Puis non, c'est très correct. Peut-être qu'ils vont se développer à aller goûter des bons thés. Je pense que, oui. Je sais pas, tu sais, c'est ça. C'est souvent, c'est que les gens qui sont dans le business du thé, ils vont dire on essaie de vendre aux bonnes choses, mais finalement, les gens achètent ce qui est plus facile d'accès. Ben oui, c'est ça. C'est pas nécessairement, on peut pas nécessairement reprocher à la BTT de tomber dans ces produits-là, mais ça ouvre quand même des portes, puis d'une fois à l'autre, d'aller vers des thés justement un peu plus fins, un peu plus... mais c'est plus cher aussi, c'est pas nécessairement... Ben, je suis même pas sûr que c'est tant plus cher que ça. Ben, dépendamment des fournisseurs, puis tu sais, je veux dire, il y a moyen d'avoir des très bons thés pas trop chers aussi, t'as raison, là. C'est pas nécessairement plus cher, effectivement, mais c'est ça, il faut s'initier tranquillement, puis tu sais, adopter ses... C'est tes préférés, mais c'est ça. C'est quelqu'un de chez David's Tea qui écoute. On veut un puer de 25 ans. Moi, ça me ferait plaisir, là, une fois de temps en temps. Je serais pas surpris qu'il y en ait. Ça se peut. C'est à la base, je pense qu'au départ, David's Tea avait un petit peu plus de thé vert, plus conventionnel. Puis c'est avec les années qu'il a développé toutes sortes de produits plus fancy. Mais c'est correct aussi. Puis il y a une très belle tradition aussi du thé ailleurs aussi, qui sont des thés un petit peu aromatiques avec des fleurs, tout ça. Oui. C'est intéressant aussi, là. C'est pas... oui, solide. C'est ça. C'est moins l'aspect vraiment... Plus nous, si on est dans le taoïsme, du Yangshan, de la culture du principe vital, médecine chinoise, ben c'est sûr qu'on s'intéresse aux qualités vraiment
la feuille, comment a été la saison, la récolte, la variété, puis la fermentation aussi qui vont influencer un peu. Mais c'est des thés qui vont vraiment, c'est ça, amener un éveil, parce qu'il y a un certain taux quand même de stimulant, mais un calme, puis va essayer de diminuer la chaleur aussi. Puis, exactement, ça fait que c'est très agréable à ce moment-là. Puis ça accompagne malheureusement bien les pratiques internes. Le pour aussi, il est magnifique, c'est comme tu disais, parce qu'il va aider beaucoup à l'aspect terreux. Oui. Et la terre, l'aspect terreux est très enracinant aussi. Fait que quand tu prends ton pour, ça amène vers le tantien, ça amène vers l'enracinement, vers la terre. Fait que souvent, c'est relié avec les arts martiaux parce que ça purifie aussi beaucoup au niveau des sucres sanguins, du cholestérol. Oui, le cholestérol ouais. Exactement, ça fait que ça... Puis le lendemain de brosse aussi. c'est ça. Exactement. Et puis, dantienne ou tantienne? Très bien les pratiques martiales ou alchimiques. Ouais. Excuse-moi, tu dis tantienne ou dantienne? En chinois, c'est dantienne. C'est dantienne? Dantienne. Moi, ça me fait rire parce qu'on essaie... Tu sais, j'essaie de trouver parce que dantienne comme Tao, Dao, c'est toutes des affaires qui sont très... On peut dire les deux, grosso modo, puis après, c'est... Souvent, des fois, selon l'oreille des gens aussi, tu dis dantienne, puis ils comprennent tantienne. Puis là... Ouais, puis après, tension, c'est parti, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le temps, on disait souvent tantienne avec T-A-N. Oui. Mais de plus en plus, on retourne aux retranscriptions plus phonétiques pinyin. Fait que c'est vraiment Dan. Le Dan, c'est comme la pilule de cinabre, c'est comme la pilule alchimique. Right. Avec l'aspect du puits, puis du aspect précieux qu'on allait chercher d'abord dans l'alchimie opératoire à l'époque. Let's go! On parlait du mercure, puis du cinabre et de toutes ces choses-là. Puis éventuellement remplacé parce que effectivement, il y avait des dangers de toxicité. Donc, ils l'ont remplacé par la chimie interne, dans le fond, de recréer, dans le fond, les éléments à l'intérieur de son corps, le feu, l'eau, les 5 éléments, pour aller faire ce travail alchimique-là, non pas en travaillant la matière les métaux, externe. la matière et les pierres, mais travailler ça à l'intérieur de soi. Donc, c'est de là que vient l'aspect tantienne, effectivement. Oui. Le champ de cinabre. Le champ de cinabre. Oui. L'élixir de cinabre. Oui, aussi. C'est ça, exactement. Oui. Ouais. Mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse super de gros. Comme c'est un petit peu c'est un petit peu la vocation de ce podcast-ci. Là. Genre, je t'en avais parlé au téléphone, le kid. Je veux faire un spectacle, genre une pièce de théâtre quasiment sur l'alchimie interne, sur c'est quoi le processus. Que ça soit le Qigong, je vais essayer de voir comme je me laisse, en fin de compte, influencer par tout ce qui se passe dans ma vie, puis les interviews que je vais avoir. C'est un peu pour ça que j'ai bâti ça. Puis c'est vraiment, justement, vaste comme sujet. Mais toi, c'est quoi ton take sur ça? En fait, moi, je trouve ça fascinant, ton projet. Oui. Attention d'abord. Parce merci. que c'est tellement intéressant, parce que dans le fond, les Chinois ont toujours un peu fait ça dans leurs histoires. Il y a plein d'œuvres d'inspiration taoïste, complètement, où ce que tu retrouves dans les histoires, les épopées, tout ça, plein de références à des notions de cultivation, de culture interne, d'alchimie, de profonde, de taoïsme, mais imagé, puis c'est complètement... Mais chinois autant que pas chinois aussi. Ça s'est diffusé aussi à l'Asie au complet. Mais non, mais même comme les 12 travaux d'Hercule. Mettons, les 12 travaux d'Hercule, je dis qu'il y a quelque chose de deuxième degré là-dedans, tu t'en vas voir, puis c'est la même chose, mais c'est plus basé sur comme des valeurs. Donc il fait ça contre le lion représente la force, il fait ça contre des oiseaux, les oiseaux représentent le mémérage ou comme d'autres personnes qui parlent autour. Le commérage, je pense qu'il détourne une rivière, puis la rivière représente avoir le dessus sur ses émotions, en fin de compte. Dans toutes les sociétés, genre, on parle tout le temps de comment peaufiner son corps ou comment se rendre à un point, puis c'est quoi les étapes qui sont nécessaires pour le faire. Puis maîtriser ou surmonter nos démons internes ou surmonter les difficultés, effectivement, comme tu faisais référence à la force, les émotions, l'ego et tout ça, effectivement, puis la purification souvent, puis l'élévation de l'être ou de spirituel. Mais oui, effectivement, il y a des traditions alchimiques, mais ça a voyagé énormément. Il y a des traditions alchimiques par la route de la soie qui se sont transmises aussi jusqu'en Occident, tout ça. Fait que c'est ça, mais dans ces histoires-là, effectivement, il y a souvent d'autres niveaux, d'autres degrés.
Right. qui sont fascinants, mais c'est ça, c'est vraiment intéressant de remettre ça en image puis en création artistique. Ben oui, c'est ça. Mais moi, je me disais, ouais. tu sais, dans le temps, c'est juste qu'il n'y avait pas de vidéo, puis les shows, ils ont peut-être pas. Il n'y a pas eu de rediffusion, en fin de compte, c'est là. Mais, ouais, puis ton take, mettons, en fin de compte, ça, c'est quand même fou, parce que c'est juste la transcendance, mais comme, c'est peut-être pas, c'est même pas ça, mais toi, c'est quoi, en fin de compte, le processus alchimique? Ils ont-tu gardé des processus alchimiques dans le Qigong que tu. Que tu pratiques Ben oui. puis que tu enseignes, est-ce qu'il y a comme le Neijing Tu, je pense, là, comme tout le dessin avec qu'est-ce que tu fais? Le paysage interne. Oui, exact. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises dans les... est-ce que c'est quelque chose pas que tu pratiques, tout le monde le pratique jusqu'à un certain point, mais comme... Ouais, mais je pense que tous les Qigong, si tu vas vraiment plus loin, plus en profondeur, ça va amener vers ça. Je pense que tous les Qigong peuvent pas être détachés totalement de la tradition alchimique taoïste. Right. Parce que ça a tellement été... dans le fond, les Qigong est issu de ça. Ça a issu beaucoup populariser ces traditions-là alchimiques en différentes périodes d'histoire de la Chine par différents grands auteurs, mais les gens ont développé ces exercices-là pour la quête de santé et éventuellement la quête aussi de développement spirituel et de l'immortalité, la quête de l'immortalité. Puis l'influence est trop grande pour dire que mon chi, si tu le fais très superficiel, vraiment, tu restes dans un objectif très thérapeutique peut-être, mais du moment que tu vas un peu plus loin, que tu en rajoutes, que tu explores un peu plus, tu as l'aspect. Juste la petite circulation. Il n'y a aucun Qigong qui va ignorer totalement la petite circulation. Ne serait-ce que de mettre la langue au palais. Right. Tu as déjà une connexion de base pour la petite circulation, puis sceller le périnée et le sphincter anal. Je veux dire, tu es déjà dans un processus de vouloir boucler les deux merveilleux vaisseaux qui, à la base de l'alchimie, dans le fond, de recycler ou de ramener le cycle des énergies pour pas qu'elles s'inversent et puis pas qu'elles juste se dispersent, dans le fond. C'est ça. Déjà, dans un processus de créer un changement dans un corps qui est un changement alchimique. Fait que si du moment que tu fais ça, dans le fond, tu es déjà dans le processus plus ou moins alchimique. Maintenant, est-ce que c'est vraiment l'alchimie poussée étape par étape, de vraiment avoir des étapes alchimiques qu'on veut atteindre et passer à une autre, tout ça? Ça, c'est plus alchimique traditionnel qui serait normalement guidé par un maître, tout ça. Ça, évidemment, ça a beaucoup évolué. Ça, c'est plus justement parce que c'est des techniques qui doivent beaucoup être guidées, supervisées, puis souvent transmises de maître à disciple. Et c'est un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, si c'est mal fait, c'est ça. Ça peut aussi créer des blocages ou et si c'est fait avec beaucoup d'émotions non résolues, refoulées ou avec l'ego et tout ça, ça peut amener aussi à des déviances, des déviations. Ouais, moi, je trouve que par rapport à ça, pour moi, il y a quand même quelque chose de... Attends, je vais sortir ça de l'eau. Par rapport à moi, il y a quelque chose de... Merci. C'est quasiment tout le temps les mêmes mouvements. C'est ça que je trouve... Il y a quelque chose que je trouve vraiment fascinant là-dedans, c'est que... il n'y a pas grande différence de mouvement comme... Genre, tu vas soigner ton bras. Pendant un bout, ça va aider le bras. Après, ça va peut-être plus aller... aider ta psyché, mettons, vu que tu comptes. Après, ça va peut-être aller vers les émotions. Ça va peut-être, comme tout, faire le travail qui est nécessaire d'un point de vue naturel, tu sais. Moi, je l'ai vraiment fait une couple de fois, puis avec des étudiants aussi. Puis, c'est vrai qu'il y a des étapes, puis les étapes sont nécessaires. L'intimité avec, en fin de compte, le professeur, genre, ça m'amène à penser à ça, tu sais, justement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui habite pas à Montréal, tu sais, à quelqu'un qui a pas de prof, ou qui a pas beaucoup de profs proches, tu sais? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est pour ça aussi que la plupart des méthodes Qigong enseignées à large au grand public... Puis les méthodes qu'on enseigne aussi sont des méthodes qui vraiment sont sécuritaires, qui conviennent à tous. Que tu peux pas vraiment, si tu fais bien ce qu'on te dit, puis tu fais bien les indications, comment que c'est fait, tu peux pas te créer de gros déséquilibres, à moins de ça vraiment mal faire ou être exploré. Souvent, je vais ramener ça peut-être d'une manière différente. Souvent, aujourd'hui, avec YouTube,
Il y en Ça a arrive plus souvent qu'il y a des gens qui vont nous appeler, qui vont dire hey, j'ai pratiqué sur YouTube, puis là, tu sais, je commence à genre shaker, puis à être pas bien, puis fait que là, t'es comme ben oui, mais c'est ça, c'est YouTube, c'est pas fait pour un apprentissage, c'est fait peut-être pour un support, pour t'informer, tout ça. Tu peux pas juste dire tiens, je vais apprendre le Qigong, je vais aller sur YouTube. Ça dépend. On s'entend, mais il y a sûrement comme une couple de personnes qui sont vraiment capables d'avoir du bon discernement. Mais moi, je pense que, en tout cas... Je veux dire, les cours en ligne, je suis d'accord avec ça parce que t'as un lien. La personne choisit un certain concept, puis elle est guidée, puis il y a quand même une interaction, elle peut poser des questions et tout ça. Right. Puis moi, je pense que tu peux avoir des séances privées online, puis il n'y a pas de problème. Sauf si tu dis, je m'en vais juste choisir au hasard sur YouTube, explorer, t'as des bonnes chances de créer des... c'est clair. Soit que, tu sais, je veux dire, tu vas avoir un petit aperçu qui est correct, mais si tu veux aller plus loin, il faut que tu ailles ailleurs. Puis si tu te mets à pratiquer intensément en pensant que, tu sais... C'est là que souvent, ben c'est ça. C'est là qu'on reçoit des appels des fois, puis on dit hey, j'ai pratiqué sur YouTube, puis là, j'ai comme, ben oui, mais on offre des cours. J'ai plus de bras. C'est ça. c'est la raison pourquoi on offre des cours. On offre c'est parce que tu as un contact, tu es suivi, puis tout ça, si tu veux faire tout gratuit sur YouTube, ben à tes risques et périls. Moi, je trouve que le feel, c'est vraiment comme c'est sur l'intention. Je pense que, comme là, il y a une place où est-ce que l'intention, pour moi, a... Tu sais, admettons, j'ai essayé une méditation, tu sais, genre, ça circule déjà, mais là, j'essaie une méditation en particulier où est-ce que je vais mettre beaucoup de mon intention à faire bouger mon énergie interne. Puis là, après, il y a quelque chose qui colle, puis je suis pas habitué de faire ça de même. Puis là, après, je dors pas pour une journée. Puis là, pour moi, c'est là qu'il peut y avoir des débalancements, plus que comme faire un Zhangzhuan. Tu sais, comme tu trouves sur YouTube un Zhangzhuan, tu sais, tu peux te gâter une position statique pendant longtemps. Le plus gros danger, je te dirais, sur YouTube, c'est pour le Zhangzhuan, c'est surtout les genoux. Les gens vont... Quand t'as pas la bonne correction pour vraiment l'alignement précis des lombaires, du bassin, des jambes, des genoux, c'est plus dangereux. Fait si tu pratiques un petit peu, oui, c'est correct. Mais quelqu'un qui a zéro background, qui se met à pratiquer du Zhangzhuan pour 30 minutes, 45 minutes, sur une certaine période, il y a des gros risques pour abîmer les articulations des genoux, beaucoup. Parce que ça, nous autres, on le voit, mais on a déjà une base, tu sais. Fait que c'est sûr que... c'est sûr. Quand tu pars de zéro puis tu te mets à faire ça, puis même si la vidéo est quand même bien détaillée, t'as pas quelqu'un pour te corriger puis te dire oui, t'es là, t'es dans l'axe. Oui, c'est ça. T'sais, fait que s'il y a quand même un aspect de danger, parce que la personne, elle voit la vidéo puis elle dit ah ben oui, je suis correct, là, c'est ça, là, tu sais. Mais vraiment, si moi pis toi, on la regarderait probablement que non, on va attendre un peu ton bassin, ton ci, ton ça, tes cuisses, tes genoux. Right. Il y aurait plein de petites corrections à faire. Ah oui, c'est clair. Les gens sont pas conscients, puis ça devient quand même dangereux. Mais pour rester, c'est ça, dans la question que je disais, la plupart des techniques-là, le Zhangzhuan, les postures statiques, les Qigong dynamiques, les Qigong souples, les Qigong de son aussi, en général, c'est vraiment des Qigong qui... quand on a un enseignement quand même de proximité qui sont vraiment disponibles à tous, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de consacrer ta vie à ça pour pouvoir être initié. Tu n'as pas besoin de... Le monsieur, madame, tout le monde peut entrer dans un cours, faire des cours, puis avoir des bienfaits, puis avec ces Qigong-là. Quand on rentre dans l'alchimie, vraiment dans un processus plus poussé, parce que l'alchimie, à la base, il faut le remettre en perspective, c'est une recherche d'immortalité. Right. C'est ça le pitch. C'est ça le pitch. C'est vraiment, en fait, c'est de transformer ta personne. Right. Exact. Mais est-ce que tu es prête? Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Il faut vraiment que tu te poses la question, est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices? Est-ce que tu acceptes de te changer? Ça va plus loin, l'alchimie est profonde, taoïste va plus loin. C'est une implication beaucoup plus grande que juste de faire du Qigong, la santé, le bien-être, tout ça. Oui, définitivement. C'est vraiment de transformer ton corps, tes énergies d'un niveau de plus en plus profond. Ça t'amène à d'autres choses, à d'autres même dimensions. À d'autres choses à cleaner, puis à d'autres choses à cleaner. Puis, beaucoup. Comme je disais un peu, à demander, je vais te brasser, c'est un processus de mort et de renaissance. Right. Et là, tu embarques dans ce procédé-là. Puis, tu sais, faut que tu acceptes faut que tu veuilles faire ça.
Parce que c'est ça, si tu amènes la personne à tranquillement faire ça, mais qu'à la base, c'était pas vraiment ça qu'elle voulait. Oui, elle voulait juste plus avoir mal à l'épaule. Non, c'est ça, tu sais. Non, mais pour moi, c'est pas si simple que ça non plus. Tu sais, je veux dire, en tout cas, par rapport au spectacle, c'est plus comme amener le lore ou la symbolique de ça. Puis aussi, comme on a tous besoin, dans n'importe quelle, je pense, tradition, on commence par régler le corps. Après, quand le corps commence à être assez en forme, puis être assez flexible, liquide, puis là, après, ben, là, tu définis où est-ce que tu veux aller, comme tu définis s'il y a plus de force, où est-ce que tu vas mettre ton attention, puis ton intention, en fin de compte. Là. Oui. Puis, mais c'est sûr que, je veux dire, c'est un gros... Si on parle de, genre, l'alchimie taoïste, comme la recherche d'immortalité. Le but à la fin, là, la quête, genre, le Shenren, là, était comme l'immortel dans la montagne, genre, c'est un gros manque, c'est sûr. C'est ça. Puis je sais même pas, tu sais, il y a des belles histoires, right? Il y a beaucoup de belles histoires. Jusqu'à quel point ces histoires-là sont réelles ou pas, aussi, tu sais, jusqu'à quel point c'est un bon pitch, ou si ça s'est vraiment passé. Puis je pense que, comme, encore une fois, toutes les religions complètes ou toutes les spiritualités viennent à ça de points de vue différents. Il y en a que c'est dans la matière, il y en a que c'est à l'extérieur de la matière, mais c'est tout le temps d'essayer c'est ça. de genre... Il y a plein de... Tu sais, on parle d'immortalité, mais il y a plein aussi de débats et de perceptions différentes sur c'est quoi, effectivement, qu'on entend par immortalité dans la chimie taoïste. Right. Et souvent, on parle de l'immortalité de l'esprit et pas nécessairement du corps physique, ou l'immortalité dans le sens de laisser aussi un impact dans il y a des gens qui sont immortels dans nos vies, qui laissent des héritages depuis des siècles ou des millénaires parce qu'ils sont immortels, parce que la contribution qu'on fait de la cultivation, le niveau de connaissance puis de développement spirituel, comme le Bouddha, par exemple, il est immortel parce qu'il est dans nos vies jusqu'à aujourd'hui de millions de personnes. Mais c'est pas nécessairement une immortalité physique. Il y a différents débats et perceptions. C'est-tu l'immortalité de l'esprit? C'est-tu une immortalité imagée ou une immortalité du corps physique? Oui. Il y a plein de perceptions différentes, mais bref, il y a qu'est-ce qui est fou maintenant avec la technologie, c'est que ça, c'est peut-être... On est peut-être en train de faire de l'immortel, là. Ouais. Genre, si le data continue, exactement. Genre... Ça, je disais, ça immortalise nos... Right. Effectivement. À chaque fois que tu écris et que tu laisses des traces, ben, ça serait... C'est une forme moindre d'immortalité. Oui, c'est ça. C'est une forme moins le fun. Là, c'est une forme moins... peut-être pas éthique. Peut-être pas du niveau ouais. qu'on pense, mais... C'est notre petite contribution. Non, oui, c'est ça. Ça passe vite. Merci pour le... T'es le premier, ça passe vite. C'est cool. C'est notre expérience première, à nous deux. Oui, exact. Faut préciser. Merci à l'auditoire d'être patient. De nous accompagner là-dedans. Pour l'instant, il n'y a pas d'audience. C'est parfait. C'est pas stressant. On est juste deux. Il va peut-être pas avoir personne qui va écouter ça. Il n'y aura jamais d'audience live. Peut-être, peut-être 2-3 personnes qui vont nous checker, là. Ah, ouais. À un moment donné, ça se peut. Ouais. Ou me checker parce que, tu sais, on va voir si je te réinvite. Non, je blague. Ça pourrait être le fun d'avoir un petit auditoire. Puis, une petite place, puis faire des questions live. Hey, by the way, si vous avez des questions, écrivez-les quelque part. Absolument. Puis on va les répondre. En lien, ça serait vraiment le fun s'il y a des choses qui n'étaient pas précises ou qui manquent d'explication. Ouais, puis si vous avez des mauvais commentaires, parce que genre je passe du coq à l'âne, faites-le aussi. Ça me dérange pas. Je pense que c'est une première expérience, mais je pense que c'est le fun de suivre, de parler de différents sujets. Puis je pense que c'est ça, c'est pour. C'est une conversation en temps réel. C'est pas nécessairement. C'est pas stagé. Je pense que les gens vont s'en rendre compte. Ouais, s'ils pensent qu'on a comme tout écrit ça, là, ça serait quand même. Ouais. Il faut le faire. Là. Ouais, ça serait aller chercher ça. Quand même quelque chose. Ouais. Mais c'est qu'en fin de compte, on va revenir à nos choses aussi. C'est le fun de pouvoir le faire. Moi, j'ai le goût qu'on reparle du colloque un peu. Voir ça serait quoi, peut-être des tu sais, vu que ça se passe bientôt, ça se passe le 1er novembre. C'est à l'hôtel Weston à Montréal. Et c'est au centre-ville, donc juste en face du Palais de Congrès, au Vieux-Port, dans le fond, centre-ville Vieux-Port, Vieux-Montréal, c'est-à-dire, et sur Saint-Antoine. Là, vous pouvez trouver facilement l'adresse. Le colloque, c'est Qigong Montréal. Hyper facile à trouver, sinon il va être en lien. Oui, puis c'est 4 jours. En fin de compte, c'est 4 jours. Au total, il y a 3 jours plus colloque, c'est-à-dire d'échanges avec les spécialistes, conférences, tout ça.
le vendredi, samedi, dimanche. Oui. Et le lundi qui suit, c'est plus formation. Avec les professeurs, 2 professeurs chinois de l'association vont vraiment transmettre la routine des 12 brocards. À ce moment-là, qu'on va avoir entamé déjà dimanche, mais qu'on va compléter lundi intensivement. Puis à ce moment-là, les gens peuvent aussi passer un genre de petit examen à la fin s'ils le veulent. Évidemment, c'est optionnel pour avoir comme une certification de formation. Ça fait que l'aspect plus formation, c'est lundi, mais on voit le 6 sons vendredi, samedi, 12 brocards dimanche, puis on finit avec 12 brocards intensifs sous mode école, mode formation. Intéressant. Je ne connais pas le 12 brocards, ça que je vais être super content de le... Non, c'est une très belle routine, oui. Ça s'adresse à qui aussi? Tu sais, je sais qu'on parlait l'autre fois, puis tu disais comme... tu as vraiment essayé d'aller trouver des bons professeurs, parce que des fois, on s'entend que... OK, oui, c'est une bonne question. Je vais reformuler aussi même ma question pour qu'elle soit encore plus terrifiante, genre. Vas-y, la question qui tue. Je vais-tu me faire pitcher pendant 3 jours de temps du Qigong, puis après, il va falloir que j'aille quelque part d'autre pour pogner un... Tu sais, comme... Bonne question, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se fait un peu, c'est ça, dans cette démarche-là. Mais non, c'est vraiment... Ça s'adresse à tout le monde. Puis c'est fait de façon, tu sais, j'ai vraiment pensé, selon mon expérience et tout ça, à un concept qui peut convenir à tout le monde, c'est-à-dire que la personne qui fait déjà du Qigong, comme toi et moi, depuis 10, 15, 20 ans, va aller chercher des connaissances de taoïsme, d'inspiration, des notions culture chinoise profonde, avec les spécialistes comme Cyril Javary, Lu Wan, qui est une taoïste, Livia Kang, qui est une spécialiste du taoïsme. Très inspirant, très intéressant. Puis les débutants vont aller chercher aussi des techniques de Qigong d'un point de vue plus concret. Et puis chaque professeur amène, tu sais, si vous avez déjà fait les 6 sons, comme moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois et je l'enseigne évidemment, mais tout le temps de voir un professeur différent l'enseigner, c'est tellement intéressant parce qu'il amène un peu un autre point de vue, il explique un peu différemment, il donne un petit truc que tu n'avais pas avant. Fait que c'est toujours... J'ai hâte de voir les 6 sons. Comme je te disais tantôt, j'ai hâte parce que comme j'ai joué beaucoup de musique dans ma vie, puis on dirait que le Qigong, les 6 sons, je sais pas pourquoi, mais comme j'ai des affaires qui sont fermées mentalement. Je suis très ouvert d'esprit, mais il y en a une couple de petits, puis le Qigong, les 6 sons fait partie de ça pour moi. Comme je pense que chaque fois que je l'ai vu marketer, il était un petit peu... Peut-être que c'était... Ça a l'air trop facile, genre. Ouais, non, je comprends. C'est comme faites le son, puis c'est le foie. Puis, tu sais, comme tu... T'es pas business. Exact. J'ai hâte de voir sa profondeur. Je comprends tout à fait ton point de vue. Mais je pense que l'aspect vibratoire des sons est vraiment le fun. Oui. Et puis, le fait de le répéter souvent, puis là, pourquoi j'ai choisi ce son avec le colloque, c'est qu'on va être nombreux. Et le fait de pratiquer vraiment en groupe, un aspect vibratoire aussi un peu de tout ce groupe-là qui vibre en même temps. C'est un peu pour ça que j'ai choisi les 6 sons. Parce que c'est assez facile d'accès parce que t'as pas de mouvement complexe. Right. De la prononciation des sons. Puis on sent la vibration, tu sais. Puis c'est pour ça que je trouve que même si j'ai beaucoup d'étudiants qui l'ont tous déjà fait, moi je l'enseigne aussi. J'ai quand même choisi de faire les 6 sons parce que je me suis dit ça va être intéressant de partager ça en groupe. Oh, ça, c'est clair. C'est clair que... À plus de 100 personnes. T'es rendu à combien, là? À 100... 120, 125. 120, 125. On espère que ça va aider un peu. J'espère. C'est sûr que, tu sais, on peut facilement déduire, avec tous les spécialistes, l'étranger, l'hôtel et tous les frais associés, que c'est pas nécessairement un événement qui a le but d'être rentable. Fait que c'est sûr qu'on aimerait ça rentrer le plus possible dans nos frais, mais malheureusement, ça sera peut-être pas possible. Mais oui, effectivement, on se croise les doigts pour que la communauté réponde puis qu'on soit le plus nombreux possible parce que c'est vraiment la première fois à Montréal aussi qu'il y a un événement de cette envergure-là, vraiment Qigong, tu sais. Oui. Je veux dire, de cette grosseur-là, de cette ampleur-là, puis que tout le monde soit là, c'est super content, c'est ça que vous soyez là, toi, puis Samuel, puis que j'ai d'autres écoles de Qigong aussi qui se sont inscrites, tout ça, puis ça va être vraiment fun de partager ça avec la communauté aussi. Là. Ouais, ben, je trouve ça intéressant, Moi, quand je faisais du Qigong, c'est drôle, mais comme
comme des écoles d'arts martiaux, au début, il y avait comme un espèce d'aspect secret. Tu sais. Quand j'ai commencé à enseigner, j'avais un petit peu de ça, quelque part enfermé dans ma tête, ou dans ma tête, des fois de pas assez ouvert d'esprit. Mais je trouve ça intéressant, le comment je vois que ça se développe. Tu sais, comme une communauté qui est en train. Tu sais, je sais pas si c'est moi qui se développe, puis je vois qu'il y a une communauté, ou si c'est comme tout arrive en même temps. Là. Non, mais je pense qu'on est rendu là. Je pense qu'on gagne vraiment à. C'est ça qui permet justement de faire rayonner le Qigong à ce niveau-là, d'avoir un colloque international qui est plus visibilité, crédibilité, qui donne, qui permet de voir ce qui se fait à l'étranger, la Chine, la France. Ça sort de son petit club du coin de la rue. C'est le fun un peu de connecter avec cette communauté-là, de créer ça. Puis je pense que ça fait avancer beaucoup pour tout ce qui est le domaine du Qigong, du taoïsme et de la culture de ce domaine-là, du tai chi, etc. Puis je pense que c'est positif. Puis on a c'est ce partage-là qui permet de créer ces événements-là, qui permet d'aller plus loin. Si on reste tous chacun dans notre petite école, dans son patelin, comme on dit, c'est pas nécessairement possible de faire des projets de cette envergure-là. C'est le fun que les gens répondent, c'est le fun que les gens viennent. Puis, il va y avoir un aspect un petit peu festif aussi, parce que il y a la fin, la clôture, avec un banquet, un souper qui va être excellent, puis que les gens vont pouvoir jaser, puis échanger ensemble, puis avoir un petit spectacle, évidemment, des démonstrations, des spectacles culturels, tout ça. Mais le but, c'est ça, c'est de créer des points vraiment où les gens peuvent se rencontrer dans un contexte autre que juste une classe de Qigong. Puis, moi, j'ai un étudiant qui me disait... manger ensemble, puis... excuse-moi de t'interrompre. Vas-y. Mais j'ai un étudiant qui me disait, tu sais, parce qu'on s'entend, on a tous déjà beaucoup de choses à travailler dans nos styles respectifs, tu sais. Mais j'ai un étudiant qui disait, ça va être là qu'il va y avoir le plus de personnes magiques au pied carré. Tu sais, je veux dire, parce qu'à quelque part, tout le monde va être des tripeux de Qigong ou d'énergie ou de ça. Tu sais qu'à côté, tu peux comme parler ce langage-là. C'est pas tout le temps que tu peux parler ce langage-là comme dans ta vie quotidienne. Puis je pense que je suis persuadé que ça va être un super bel événement. Je le souhaite. On fait tout son travail, on fait tout dans notre possible, mais oui, je pense que ça s'en vient très, très bien. On est très enthousiaste. Puis écoute, oui, ça va être un peu comme, je pense, historique un peu dans l'évolution du Qigong à Montréal. Mais tu sais, je pense que Montréal aussi a un super momentum, un super timing pour tout ce qui est à plusieurs niveaux. Puis je pense qu'on a beaucoup de potentiel. Puis commencer à rendre ça, pour faire connaître ce qu'on fait, puis ce qui se passe, je pense que c'est le fun aussi. Puis le lieu aussi, comme tu m'en demandais, c'était où, au Westin, dans le Vieux-Montréal, je trouve ça super intéressant parce que un aspect historique aussi, Montréal a toujours été une place de rencontre, à quelque part, avec la culture locale amérindienne. Puis d'ailleurs, à la cérémonie d'ouverture, on va avoir une cérémonie amérindienne faite par une chamane amérindienne traditionnelle avec des équipements, un tambour vieux de 300 ans, vraiment authentique. Cool. Il va lancer l'esprit de toute la... Ça, c'est un autre aspect, hein? Non, c'est super intéressant aussi. Fait que, il y a un aspect de rencontre culturelle, d'échange, puis de différentes traditions aussi. Là. Puis je serais intéressé à savoir c'était quoi leur Qigong aux Amérindiens ici. Mais il y a des rapprochements définitifs à faire entre la culture chinoise et la culture traditionnelle amérindienne. Clairement. Ouais. Et il y a certains moves qui sont vraiment dans les deux. Là. J'ai eu des Amérindiens. Une Amérindienne qui est venue dans un cours, puis elle disait... elle est venue en plus qu'un cours, mais dans un cours, elle a dit ça. Elle disait qu'il y avait certains exercices que les guerriers faisaient, comme les guerriers de son village faisaient quand ils se préparaient à la guerre. Puis, il y a vraiment des choses qui viennent chercher. Ça serait super intéressant de pouvoir... C'est ça, je parlais du tambour, mais l'aspect vibratoire du tambour, c'est commun à tellement de traditions parce que c'est cette vibration-là qui stimule, qui brasse, qui active, qui permet d'entrer dans un état de relaxation puis de briser le blocage aussi. Éventuellement, ça amène aussi à une espèce de mini relaxation transe, exactement. Et puis, dans le Qigong, on sait qu'on shake souvent, on se fait des massages, des percussions, toutes sortes de trucs, mais c'est commun, c'est universel. Là. Oui. Fait que, mondial. Peut-être pas universel. Mondial. Universel, ça veut dire, c'est dans le sens que c'est une pratique universelle, dans le sens que
s'est répandu sur la planète. Là. C'est ça, exact. Universel à l'humain. C'est ça, C'est exact. ce que je voulais On dire. encore... Ben, ça, le reste, on ne sait pas. Mais... On sait, ben, il y a juste le gars de Fallen Kong qui le sait. Mais... Ouais, je vais demander. Ben oui. Puis, ben, on va rapper ça. Si vous voulez venir au colloque, il va y avoir un lien qui va être à plusieurs places. Sinon, allez sur Colloque Montréal. Et ici, il y a sûrement un lien que vous pouvez cliquer pour avoir un rabais. Je vais vous donner, dans le fond, le code qui va être en lien. Puis, vous aurez droit au rabais. Ça va être, je pense, Negong International INT 50. C'est que Negong INT 50. Ouais. Puis... Je vais le mettre en lien pour ouais. être sûr que ben, ça excellent. fonctionne. Ouais. Merci d'avoir été mon premier. Ça a vraiment été un plaisir. C'était vraiment très agréable. Premier podcast, premier colloque. C'est cool. Oui, ouais. Ben, merci d'avoir saisi l'occasion d'avoir rendu ça possible juste avant le colloque. Là. On est à 10 jours, fait que c'est vraiment le fun. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Puis, écoute, on va le faire. Après ça, n'importe quand. Cool. Ouais. C'est que j'espère que vous avez aimé ça. Puis, ben, je vais faire d'autres podcasts.